Mais bien souvent, ces noms ne sont pas véritablement expliqués aux personnes qui les lisent sur les plaques de nos rues. Il est des cas, on en a vécu un récemment avec Françoise Bache, petite fille de Victor Bache, à Rennes par exemple, où un lycée Victor et Ilona Bache a organisé une journée de commémoration et de transmission où les élèves ont participé activement et c'était très émouvant et très fort. Il y a d'autres cas, je pense par exemple à une ville du département de la Somme où j'étais récemment, Saint-Quentin, où une rue Victor Bache n'était absolument pas expliquée et les gens qui y habitaient ou travaillaient n'avaient aucune conscience de l'importance de ce personnage et de ces personnages. Victor est un personnage important. Il est important parce qu'il a représenté dans l'histoire de cette association civique qu'est la Ligue des droits de l'homme, depuis l'affaire Dreyfus jusqu'à sa mort, un rôle très essentiel dans son engagement. Mais il est important aussi du point de vue de l'histoire, par rapport aux épisodes dans lesquels il s'est engagé. Alors, qui était Victor Bache? Victor Bache était d'abord et avant tout un intellectuel, un philosophe, un universitaire, un spécialiste d'esthétique, un germaniste, bon connaisseur de la poésie et de la musicologie allemande. Et il a été comme rattrapé par son origine. Il était venu à 2 ans en France avec ses parents et il a vécu toute sa vie en France. Il avait donc acquis la nationalité française et il se considérait comme un citoyen français, malgré sa naissance dans la Hongrie de l'Empire austro-hongrois d'avant 1914 et avant la fin du XIXe siècle. Donc, il était avant tout un intellectuel, un universitaire, quelqu'un qui avait eu une brillante trajectoire, qui était admiré par tous les personnages importants de l'université de la fin du XIXe siècle. Et il a très vite eu des postes, donc d'abord à Nancy, puis ensuite à Rennes, des postes d'enseignement à l'université où il était respecté y compris par ceux qui parfois ont manifesté pour des raisons d'antisémitisme ou pour des raisons d'hostilité à la campagne pour la révision de la condamnation du capitaine Dreyfus, qui ont manifesté contre lui. Néanmoins, il était respecté comme étant quelqu'un dont l'enseignement était fort, important et essentiel. Et puis, après avoir connu un investissement très fort dans ces disciplines universitaires, eh bien, il a été confronté à l'affaire Dreyfus. Il se trouve qu'il était à Rennes au moment où la Cour de cassation avait révisé le jugement qui avait envoyé le capitaine Dreyfus à l'île du Diable et avait demandé qu'un nouveau procès se déroule dans cette ville de Rennes. Et c'est à ce moment-là que sa vie a basculé. Sa vie a basculé parce que cet enjeu civique, social, qu'était l'injustice commise contre le capitaine Dreyfus et tout ce qu'elle révélait dans la société, eh bien, il lui a fait prendre conscience de la nécessité de ne pas seulement se consacrer à des recherches, à des études savantes. Et il a fondé avec d'autres une section de la Ligue des droits de l'homme qui a été un petit peu le quartier général des Dreyfusards au moment de ce procès de Rennes de l'été 1899. Et sa maison était le point de rendez-vous. Il a hébergé Jaurès, qui est venu chez lui. Il a hébergé des avocats, des amis qui aussi participaient à la défense de Dreyfus. Et à partir de là, il a continué. C'est pas parce que l'affaire Dreyfus
a été résolu, si on peut dire, par cette grâce présidentielle, puis cette décision de la Cour de cassation de 1906 qui le réhabilitait, qu'il a considéré que la cause qui avait motivé l'engagement qu'il avait eu, eh bien, disparaissait pour autant. Et alors il a continué à s'investir dans la Ligue des droits de l'homme pendant presque 20 ans avant qu'il n'en devienne président. Et ensuite, en 1926, il en est devenu président, ce qu'il a été jusqu'à sa mort, qui a été rappelée en janvier 1944, donc assassiné par des collaborateurs français et des Allemands. Il a combattu pour aussi la prise en compte des droits sociaux. Il était très influencé par Jaurès et par un autre ami de Jaurès et de Victor Bache, qui était Francis de Pressensé. Francis de Pressensé, c'était un socialiste proche de Jaurès, donc, mais d'origine protestante et de forte motivation morale. Et dans cette question sociale, dans la défense de tous les droits syndicaux et de toutes les injustices de contenu social, il a trouvé comme une continuation de l'affaire Dreyfus. Jaurès comme Pressensé sont morts en 1914. C'était deux amis proches dont Victor Bache a parlé avec beaucoup d'émotion lors de leur disparition. Et puis Bache a continué pendant la guerre de 14 à prendre des positions qui tenaient compte de la nécessité de la défense nationale et en même temps contre les abus de la justice militaire, par exemple. En cette année 2014, où nous avons le centenaire de la Première Guerre mondiale, il est important aussi de rappeler cette question des abus de la justice militaire, ce qu'on appelait les fusillés pour l'exemple en particulier. Et puis ensuite, au lendemain de la Grande Guerre, eh bien, ça a été très vite la question du fascisme. Luigi Campolonghi, donc le grand-père de Francesca, a dû se réfugier avec d'autres antifascistes italiens en France. Il a été accueilli à bras ouverts par la Ligue française. Il est devenu un ami de Victor Bache. Et au-delà de la question du fascisme en Italie, eh bien, il y a eu le nazisme en Allemagne. Et ce nazisme en Allemagne, il a divisé un certain nombre d'intellectuels de l'époque des années 1930, dans le comité de vigilance des intellectuels antifascistes, dans la Ligue des droits de l'homme aussi, parce que certains privilégiaient le pacifisme. Au sortir de la guerre de 14, c'était un sentiment très fort dans la société française. Et Bache voyait quand même ce problème de l'antisémitisme nazi. Il pressentait les catastrophes auxquelles ce phénomène pouvait donner lieu. Et donc, il a privilégié cette question. Et quand, en 1940, les Allemands sont rentrés dans Paris, l'un des objectifs premiers a été le siège de la Ligue des droits de l'homme et le domicile de Victor et Ilona Bache, qui se sont réfugiés donc dans la région lyonnaise pendant la durée de la guerre, aidés par leur belle-fille, la maman de Françoise, qui est ici présente, Marianne, à laquelle Françoise a consacré d'ailleurs un très beau petit livre sur une famille juive pendant l'occupation. Et donc ce crime odieux commis en janvier 1944 rappelle l'importance du combat contre l'antisémitisme, car Françoise souhaitait le souligner, ça a été une des préoccupations des tueurs, ce Lécussens, Gonesse, Moritz, un Allemand qui les accompagnait, etc., étaient obsédés par cette question de l'antisémitisme. On ne peut pas dire pour autant que c'est pour des raisons religieuses, parce que Victor et Ilona n'étaient pas religieux. Ils n'ont pas fait faire la bar mitzvah, la circoncision à leur fils, par exemple. Ils n'étaient pas de culture religieuse, mais néanmoins ils tenaient au judaïsme. Ils tenaient au judaïsme
en particulier par rapport à la question des pogroms, là où des juifs étaient persécutés en Allemagne, en Europe centrale, en Europe orientale, en Russie, en Ukraine aussi. Et là, il pensait qu'il fallait qu'ils puissent trouver refuge en Palestine. Mais en même temps, il était conscient de l'existence d'un peuple palestinien et il parle même dans certains textes d'une confédération judéo-arabe en Palestine. C'était drôlement prémonitoire quand on pense aux questions non résolues encore qui habitent ce territoire. Voilà, je ne veux pas être plus long, il y aurait beaucoup de choses à dire sur Victor Bache, mais ça fait partie des exemples qui comptent dans notre histoire, au-delà de la Ligue des droits de l'homme. Et quand la Ligue des droits de l'homme a proposé, par exemple, qu'il puisse, ainsi qu'Ilona, être transféré au Panthéon, ça n'a pas été retenu, mais ça adviendra peut-être un jour. Ça sera peut-être l'occasion de redécouvrir son rôle et son engagement. Françoise ? Ouais, d'accord.